Sébastien Guérard, quelle est la liste de courses de la FFMKR au regard de cette négociation? Elle est très courte puisque c'est deux ingrédients. C'est le contenu de la négociation flash, ce qui est proposé de façon transversale aux autres professions, ajouté à l'avenant 7. C'est notre demande, clairement. Alors et ça a du sens dans la mesure où c'est peut-être l'opportunité de ne pas mettre à la poubelle une année de travail, et le directeur général l'a souligné, une année difficile, rude même, on peut le dire, mais toujours dans le respect mutuel, toujours, je tiens à le souligner. Au même titre que je saluais tout à l'heure le travail des équipes de la ministre, je salue et j'en profite pour vous remercier, vous aussi, pour votre disponibilité, pour la réactivité de vos équipes, parce que là aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on a su co-construire avec l'assurance maladie. Effectivement, c'était un équilibre, et avec des points positifs, des points un peu moins positifs, mais en tout cas, on est arrivé à ce juste équilibre qui nous a conduit à signer et à porter assez fortement cet avenant, puisque la fédération l'avait entériné avec plus de 72% des suffrages. Ici, on est exclusivement devant un parterre d'initiés, puisque vous avez devant vous tous nos présidents et conseillers d'administration départementaux. Donc, ils en connaissent parfaitement les contours. C'est pas la peine de s'étendre trop longtemps dessus. Mais voilà, comment ne pas jeter à la poubelle cette année de travail, cet avenant qu'on a porté haut et fort, qu'on a assumé jusqu'au bout et qu'on continue d'assumer. On pourra peut-être avancer sur un sujet qui a fait un peu écho, qui est celui de la démographie. On rebondira dessus tout à l'heure, puisqu'on a continué de travailler en fait. On ne s'en est pas arrêté à l'opposition, on a continué d'essayer de monitorer ce qui ne s'était pas bien passé en fait, dans cette négociation et pourquoi on en est arrivé là. Juste peut-être, d'abord, je pense que c'est intéressant de revenir en effet sur le fond de cet avenant 7, parce que vraiment, moi, c'est vrai que ça a été difficile, hein, c'est une négociation des plus difficiles que j'ai eu à mener depuis je suis directeur général, mais je crois que justement, parce qu'elle elle essayait de faire la rencontre entre des demandes légitimes tarifaires de la profession, des demandes légitimes aussi d'accompagnement de la transformation de l'intervention de la profession, une volonté de cadrage ministériel et de l'assurance maladie d'accompagner ces transformations, et puis aussi de répondre à cette logique d'accès aux soins et de répartition démographique. Et d'essayer de le faire en, je dirais, capitalisant sur ce qui était déjà été fait, ce que la profession a déjà porté, hein, il faut le dire aussi d'ailleurs, la profession l'a porté, d'être responsable d'une régulation démographique. Je salue l'ancien directeur de l'assurance maladie qui n'est pas étranger aussi à ce mouvement historiquement, et qui est, voilà, d'avoir porté ça. Mais on avait partagé, alors ça a été l'objet de beaucoup de débats, et encore une fois on sait que c'est difficile de se dire, le mécanisme tel qu'il existe aujourd'hui, il est insuffisant. Parce que si on le projette, et on a beaucoup, voilà, à l'horizon 2027, 2032, on voit qu'il n'arrive pas suffisamment bien à répondre au rééquilibrage. Et que des zones sous-dotées restent vraiment en fort déficit, et ça ne suffisait pas. Donc d'aller plus loin sur l'élargissement des zones sous-dotées. Et je le dis aussi, ça a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de tweets, malheureusement. Et peut-être qu'il faut aussi essayer de progresser sur la compréhension, de proposer des choses assez structurantes pour les jeunes, pour les primo-installés. Et de se dire que si on ne travaille pas aussi dans la durée, et dans la durée, je veux dire, avec une date d'effet qui permettait aux jeunes qui s'étaient engagés dans des formations de ne pas changer la règle du jeu, mais de se dire, voilà, demain, on crée quelque chose et la profession le porte, l'accepte structurellement, ou les premières années, alors beaucoup discuté là aussi, ça a été long et difficile, il y a quelque part un engagement à s'installer, soit à travailler dans des structures hospitalières ou médico-sociales, soit en zone sous-dense, et d'avoir un peu ce deal en disant on vous aide financièrement dans vos études, et voilà. J'ai la faiblesse de penser que ça reste un truc intéressant, structurel, voilà, qu'il faut peut-être mieux faire partager, et continuer à essayer de comprendre aussi quelles sont les attentes des jeunes. Est-ce que cet équilibre-là, ils sont prêts à le comprendre? Parce que je pense qu'il est assez pertinent, il n'est pas contraignant, enfin voilà, il emmène quelque chose d'assez intéressant. Et donc, ces sujets-là, ils n'ont pas disparu.
comme je le dis parfois dans d'autres négociations, voilà, quand ça ne marche pas, bah, on se réfléchit, on fait le retexte, on redémarre, mais les problèmes, ils n'ont pas disparu. Et donc voilà, ce problème-là n'a pas disparu. Après, vous dire que dans la discussion-là, on va réussir à les réaborder, j'en sais rien. Ça ne dépend pas que de moi. Ça dépend pas que de moi. On ne va pas reproduire le même film non plus. Je crois qu'on se l'est partagé aussi. Si c'est pour refaire une négociation longue et difficile et qu'à la fin, on se retrouve avec les blocages qu'on a eus, personnellement, je n'ai pas envie de rejouer ce jeu-là. Donc voilà, il faut que la discussion s'engage, mais je redis aussi, et on voit hein, la préoccupation des parlementaires, des élus locaux, des patients et de l'assurance maladie sur l'accès aux soins et la répartition sur le territoire. Essayer de voir, et vraiment je veux là aussi, hein, sans faire trop, mais rendre hommage à l'esprit de responsabilité de la fédération. Je pense que c'est très important pour la vie conventionnelle. Et je pense, comme les professionnels de santé libéraux, comme pour l'assurance maladie, de montrer que quelque part, on est capable de prendre ses responsabilités. Parce que sinon, à un moment ou à un autre, on l'a vu pour les médecins, c'est pas arrivé cette semaine, ça arrivera peut-être demain. À un moment donné, le Parlement se dit, bon écoutez, c'est bien vos trucs là, mais nous on va prendre des mesures plus radicales parce que la situation est grave et donc on va. Mais c'est toujours mieux quand on arrive à les construire entre les professionnels. En tout cas, c'est vraiment notre philosophie et on ne compte pas y renoncer. Alors justement, sur ce point, je crois que les choses ont évolué. En tout cas, il y a des chiffres que la FFM-Care souhaiterait vous montrer, plus particulièrement Sébastien Garard, la FFM-Care a mené une enquête auprès des jeunes. Et vous allez voir, les chiffres décoiffent et surtout, ils montrent qu'ils apportent une autre perception du sujet concernant ce sujet de la démographie. Oui, enfin, je ne sais pas si les chiffres décoiffent, mais c'est vrai qu'on a été un peu secoué quand même après cette opposition, on peut se le dire, encore une fois, parce que ça remettait en cause une année complète de travail. Et puis, on est quand même quelques élus au sein du Conseil fédéral, anciens membres de la FNEC ou fondateurs de la FNEC, donc à avoir participé à la création de cette fédération des étudiants en kinésithérapie. Et on a eu un peu de mal à appréhender ce qui s'était passé et comment leur position avait pu être finalement aussi radicale à l'égard de cet avenant. Et on s'est posé la question de savoir si finalement on avait vraiment posé la question aux étudiants. Parce que dans le même temps, la FFM-Care organise ce qu'on appelle un IFMK Tour. On se déplace environ 25 IFMK par an, on rencontre les étudiants, on échange avec eux. Et le retour qu'on avait de ces étudiants sur cet avenant, et pour certains qui n'avaient pas compris tous les contours, c'était de dire mais est-ce que vous croyez que je peux me débrouiller pour redoubler, pour pouvoir bénéficier l'année prochaine des aides si je m'installe en zone sous-dotée? Donc ça nous a interpellés et on s'est dit bah, c'est pas compliqué, banco. On bénéficie d'une base de 7500 adresses étudiants à peu près sur les 12 000 étudiants en France et on s'est dit on va les sonder, on va les questionner, essayer d'appréhender d'une part quel est leur niveau de connaissance. C'est quoi une zone sous-dotée? Qu'est-ce qu'on y fait? Comment ça marche? Est-ce que j'y ai déjà fait un stage ou pas? Et finalement, qu'est-ce que je serais prêt à faire, moyennant évidemment contrepartie, dans le cadre de la rémunération, enfin un accompagnement sur le financement de mes études, puisqu'on sait aussi que c'est un vrai sujet pour nos étudiants. Je crois qu'on avait préparé quelques slides, peut-être les projeter, ce sera plus parlant. Mais voilà, donc on a mené cette enquête sur la première semaine du mois de juin, donc une année où on a sondé les étudiants en IFMK, hein, donc de K2 à K5. Donc notre fichier, hein, comme je le disais, 7400 adresses, 491 réponses au questionnaire qui sont exploitables, donc un échantillon qui est quand même correct, puisque ça représente à peu près 5% des étudiants. Slide suivante. Donc la proportion homme-femme finalement est assez cohérente avec la répartition actuelle dans les IFMK, et puis une répartition assez homogène entre les 2e, 3e, 4e et 5e années. Donc on a cherché à monitorer où les étudiants avaient fait leurs études, donc effectivement en fonction de la taille de l'école et de notre capacité à pénétrer l'école, on a plus ou moins de réponses. Slide suivante. On les interroge sur ce qu'ils veulent faire juste après le diplôme. Et là, c'est très intéressant puisque 43% d'entre eux veulent faire du remplacement, presque 15% d'entre eux veulent faire du salariat et environ 10% un exercice mixte. Et ça déjà, c'est une frange de la population qui n'aurait pas été concernée par les mesures de l'avenant.
Donc ce que nous dit ce sondage, c'est que près de 70% des étudiants en passe-diplôme n'étaient pas concernés par les mesures de l'avenant telles qu'il était écrit. Sachant que, et il faut se le rappeler, cet avenant nous renvoyait à des travaux d'aménagement des mesures, puisqu'on avait 5 ans pour les écrire, et je pense qu'on peut le dire devant public averti, il était déjà entendu en fait, qu'on aménagerait pour les remplacements. Les gens qui vont faire des remplacements en zone sous-dotée, bien entendu, on fait tourner un compteur qu'on décompte, puisqu'ils participent à cet accès, cette offre de soins en zone sous-dotée. Slide suivant, donc on leur pose la question sur voilà, leur desiderata, est-ce qu'ils vont s'installer donc plutôt en cabinet de groupe, plutôt en MSP, plutôt favorable à l'exercice coordonné, et ce qui fait sens avec ce qu'on disait tout à l'heure avec la ministre, hein, et on l'a également partagé avec l'assurance maladie, on n'a pas de sujet sur l'exercice coordonné, par contre on a un vrai sujet sur l'écriture des textes tels qu'ils sont rédigés aujourd'hui, puisqu'on considère qu'ils peuvent porter atteinte à notre autonomie et à notre indépendance, et il va falloir qu'on avance là-dessus. Et je suis certain qu'on arrivera à trouver une voie de passage d'ici le prochain ACI-MSP. Et si on arrive effectivement à le co-construire avec l'ensemble des professions, réellement, pas un ACI-MSP exclusivement médico-centré, on arrivera à embarquer tout le monde sans aucun problème. Slide suivante, donc une fois diplômé, qu'est-ce que vous prévoyez faire? Donc on se rend compte que est-ce qu'il prévoit s'installer dans une autre région? Il y en a un tiers qui ne sait pas ce qu'il va faire, un tiers qui va rester dans sa région d'appartenance et un tiers qui va s'en exiler. Ça aussi c'est important et intéressant, puisqu'on a vu qu'à un moment une des politiques consistait à venir implanter des écoles sur des territoires en disant les gens s'ils font leurs études là, ils vont rester là. En fait non, pas tant que ça, on n'est pas si sûr. Pour votre installation, qu'est-ce que vous envisagez de faire par la suite? Donc, on n'a que le petit camembert bleu hein, sur le camembert de droite. Ce sont les gens qui vont rester près de leur lieu d'études. Donc, on voit que finalement, la grande majorité vont plutôt repartir sur le lieu où ils ont grandi ou s'éloigner en fonction de leur conjoint. Ensuite, quand on pose la question de savoir s'ils ont connaissance des zones sous-dotées ou très sous-dotées dans leur secteur, et on se rend compte qu'il y en a quand même presque 40% qui ne connaissent pas leur territoire et ou qui ne savent pas ce que c'est qu'une zone sous-dotée. Donc se pose aussi la question de la connaissance qu'on peut peut-être apporter au sein de ces IFMK. Je pense que c'est un sujet dont la FNEC pourrait s'emparer réellement pour mieux expliquer les choses aux étudiants. Avez-vous déjà fait un stage dans une zone sous-dotée? Là, on a un petit 40% qui a déjà fait, et surtout un 15% qui ne sait pas, et pour cause. On voit qu'une grosse portion des étudiants ne savent pas ce que c'est. Slide suivante. Ce qui influence les choix d'exercice, donc la qualité de vie, la proximité famille-amis, les opportunités professionnelles. Rien de très surprenant finalement dans ces réponses qui ont sens. Le coût de la vie est quelque chose d'assez important sur la slide de droite. On voit que ça arrive en 3e position. Et on sait que le coût de la vie, en règle générale, est bien plus faible dans les territoires sous-dotés. Slide suivante. Parmi les répondants, en fait, la moitié sont dans des IFMK à frais universitaires. Donc, on va dire prise en charge par la collectivité et à moindre frais. Et la moitié donc en école privée, payante et donc chère. Seriez-vous prêt à exercer en zone sous-dotée pendant un temps défini en échange de la prise en charge de vos études? Et là, on se rend compte qu'au final, ce n'est pas si radical que ça, puisque la moitié des étudiants et des répondants, ils seraient plutôt favorables. Et quand on leur demande combien de temps ils seraient prêts à aller travailler sur ce territoire sous-doté pour améliorer l'offre de soins sur ces territoires, 74% d'entre eux sont prêts à y aller 1 à 2 ans, ce qui est quand même pas très très loin de ce qu'on avait signé dans l'avenant, et 13% d'entre eux plus de 2 ans. Donc on a quasiment 90% des répondants qui sont prêts en fait à aller bosser sur ces territoires sur une période d'environ 2 ans. Seriez-vous prêt donc, ou intéressé à une aide financière pour vous encourager à exercer pendant un temps défini en zone sous-dotée? La réponse est oui, on peut s'y attendre, mais il y en a qui finalement ne réclament pas spécifiquement ça. Et donc près de 63% des répondants y sont favorables. Combien de temps maximum? Donc là aussi, on retrouve les mêmes indicateurs que précédemment, hein, donc 60% 1 à 2 ans et 22% plus de 2 ans.
Et là où c'est surprenant, c'est sur le montant de l'aide financière à percevoir, puisque là, pour le coup, on est très en deçà de ce qu'on avait pu porter à travers l'avenir. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée de présenter ça au directeur général de l'assurance maladie. Ce camembert m'intéresse beaucoup. Indiscutablement, c'est le camembert qui m'intéresse. Mais 56% sont prêts à y aller quand même pour 0 à 5 000 euros. 20% pour 5 à 10 000 et 16% pour 15 à 30 000. Vous les formiez en égo, hein, ils ne sont pas encore complètement... Bon. Donc il n'y a que 8% des étudiants qui sont prêts pour la négo. Voilà, donc c'est un sondage qui rebat les cartes, franchement. Bah, écoutez, oui, clairement, quand on voit qu'il y a à peu près la moitié qui disent pourquoi pas Banco, ce deal financier sur les études versus un engagement sur un exercice au début de carrière sur un temps, en fait, mais voilà, qui cadrait assez bien avec ce qu'on avait prévu. Oui, c'est assez rassurant. Ça montre aussi quelque part aussi une pierre dans notre jardin pour essayer de mieux expliquer, de moins subir l'impression qu'on a sur des fausses informations qui se déversent à longueur de journée et d'essayer d'aller ce que vous faites, hein, c'est-à-dire d'aller sur le terrain, expliquer que non, on ne va pas forcer tout le monde à n'importe quelles conditions, n'importe comment à exercer. Voilà, c'est quelque chose construit qu'on avait le temps, qu'on a toujours le temps de construire. Donc voilà, encore une fois, les problèmes n'ont pas disparu. Je pense que faire connaître ce sondage, continuer à expliquer, faire changer le regard d'un certain nombre de parties prenantes sur ça, c'est extrêmement précieux et voilà, enfin, ça apporte des éléments objectifs sur la discussion. Donc, à prendre en compte. Pour refermer cette discussion sur cette séquence de négociations difficiles et comment la remettre en route, la FFMKR, avec d'autres, les libéraux de santé, avance des propositions pour rénover le système conventionnel. Y êtes-vous favorable ? Alors, avant de pouvoir me positionner de façon détaillée, encore faut-il les connaître dans le détail. Donc, voilà, ce que je peux dire, c'est que, d'abord, redire cet attachement à la discussion conventionnelle. Ensuite, se dire que dès lors qu'on y est attaché, il faut se réinterroger régulièrement, et sans doute que c'est un bon moment, parce que, je l'ai dit, c'est challengé. Certains disent mais on n'a qu'à se mettre en dehors du système conventionnel. On voit des collectifs qui poussent dans différentes professions. Voilà, on voit que c'est difficile à l'ère de réseaux sociaux, etc. Voilà. Est-ce qu'il faut réinterroger un certain nombre de modes d'emploi? Est-ce que le côté grande messe tous les 5 ans, où on remet où tout le monde se remet une pression, est-ce qu'il faut changer le rythme? Est-ce qu'il faut évoluer sur le mode de discussion? Nous, on est très ouverts à ça. Après, évidemment, c'est un cadre qui est fixé par le Parlement, par le gouvernement. Et donc, voilà. Mais si la Fédération et les libéraux de santé sont porteurs d'un certain nombre d'éléments qui vont, quelque part, moderniser, mais au service d'un dialogue conventionnel, l'exercice, nous, on n'est pas arc-boutés sur des règles du jeu qui sans doute doivent mieux intégrer ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être, encore une fois, la nécessité d'être plus réactif, plus rapide. Et voilà, moi, je serais très preneur de pouvoir approfondir les échanges avec vous, avec les libéraux de santé autour de ces items-là. On n'est absolument pas sur un statu quo, on est sur l'idée qu'on a besoin de ce dialogue conventionnel. Comment on le modernise? Je pense que c'est la bonne façon d'aborder le sujet. Et notamment, il y a dans cette réflexion sur la modernisation du système conventionnel celui de l'interpro, et ça boucle avec le sujet des assises Sébastien Guérard. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on se disait au préalable et avec la ministre tout à l'heure au sujet des ACI, MSP et CPTS. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur une refonte de ces accords cadres interpro qui aujourd'hui sont multiples, partent un petit peu dans tous les sens, où ce ne sont pas les mêmes acteurs qui négocient autour de la table. Moi, je fais partie des convaincus de l'interpro. Je pense que j'ai pas à le démontrer. Et je suis intimement convaincu que si on arrivait à porter un socle conventionnel fort, on arriverait à plus facilement structurer nos conventions monopro qui en déclinent, puisqu'aujourd'hui, quand on voit les débats parlementaires, notamment sur les partages de tâches, sur les périmètres des métiers, les référentiels compétences, on se rend bien compte que le Parlement n'est pas agile avec ça. Et pour cause, il connaît peut-être moins bien nos métiers, il connaît peut-être moins bien nos organisations. Et je suis intimement convaincu que si on ramenait ces débats dans le giron conventionnel,
on y arriverait probablement collectivement plus facilement, puisque derrière ces transferts, il y a les transferts de rémunération qui vont avec. Et je pense que c'est un des principaux points de blocage, en fait. Peut-être deux choses. Hein. D'abord, la négo interpro, pour l'assurance maladie, elle n'est pas facile. Je le dis aussi. Voilà. Quarantaine d'organisations syndicales qui représentent l'ensemble des professions. Je retiens ce que disait Sébastien, ce que disait Monsieur le Président sur... voilà, quand on va rediscuter, parce qu'on va rediscuter à un moment ou à un autre, MSP, CPTS, votre souhait de réengager des discussions et peut-être qu'on trouve mieux avec vous des éléments de garantie, de réassurance sur l'indépendance professionnelle, l'autonomie professionnelle, etc. On y est très attaché parce qu'on souhaite encore plus, si possible, vous embarquer, mais voilà, vous l'avez dit, votre disponibilité, donc message reçu. Bon voilà, donc là aussi, comme je disais, c'est pas une négo facile, donc si on trouve des ingrédients, non pas pour faire en catimini entre trois syndicats, un truc qui concerne beaucoup de professions. Donc il faut faire attention parce que ça concerne beaucoup de monde. Donc c'est quoi les équilibres? C'est quoi le mode d'emploi de cette négociation? Je le dis aussi parce que je crois que ce sera des sujets qui sont évoqués. Nous, c'est aussi important que l'assurance maladie obligatoire et puis avec nos partenaires des assurances maladie complémentaires aussi. On sache aussi trouver les bons équilibres, parce que dans les années à venir, sur la prévention, sur l'organisation des soins, on sait qu'on a besoin aussi d'eux et qu'on a besoin de travailler ensemble, qu'on a besoin de trouver des lieux voilà, d'exercices partagés pour définir ensemble, parce que c'est vraiment nécessaire. Donc ces pistes-là, voilà, est-ce que les libéraux de santé les portent? Est-ce que la fédération les porte? En tout cas, et c'est vrai que voilà, comment on relie la respiration du système de santé, les évolutions de transfert de compétences, de délégation de tâches, je ne sais pas quel est le bon terme, ils sont toujours très, très sensibles. Mais en tout cas, le fait que le système respire, qu'on voit bien qu'il y a besoin que d'autres professions prennent d'autres responsabilités et que ça a tout de suite une conséquence économique à la fois pour celui qui la reçoit et celui, entre guillemets, qui la donne ou qui la perd. Et que c'est hyper sensible parce que ça touche au modèle économique. Donc, voilà, trouvons aussi la façon, et l'assurance maladie est sans doute un des acteurs qui a un certain nombre, pas tout seul, mais une partie des clés de la réponse, parce que derrière, il y a en effet des conséquences économiques. Voilà, moi là aussi, essayons d'être positifs. Honnêtement, à longueur de journée, le système de santé, on voit, aujourd'hui c'est difficile, mais on voit à quel point, voilà, beaucoup de choses pessimistes qui sont dites. Moi, je trouve que ça, voilà, l'exercice coordonné, ça évolue. Les évolutions de compétences, ça évolue. La loi RIST porte des évolutions qui concernent aussi les kinés. On veut porter ces évolutions-là. Ça va sûrement peut-être pas assez vite pour vous. On est aussi, nous, attentifs, vous le savez, à l'exercice coordonné, au rôle du médecin traitant. On ne va pas défaire tout ça non plus. Je ne vais pas vous dire aux kinés ce qu'ils ont envie d'entendre et puis ensuite aux médecins ce qu'ils ont envie d'entendre. Il y a eu un petit coup de canif dans le médecin traitant hier avec l'examen de la PPL. Oui, voilà. Mais donc, en tout cas, sachez que nous, on souhaite porter ces dynamiques-là. Parce que aussi, c'est une réponse aux tensions sur l'accès aux soins que nous disent les patients, que nous disent les syndicats, que nous disent les élus. Et donc, il faut qu'on soit dynamique là-dessus. Un des chantiers qu'on évoquait aussi tout à l'heure, c'est celui de la nomenclature. Où est-ce qu'on en est de ce chantier? Il n'y a pas de joker. Moi j'en suis au point mort, mais pourtant on a fourni. Non, on avait de la matière. On avait prévu des choses dans l'avenant précédent. On avait prévu aussi d'y retourner dans l'avenant 7. Voilà. Regardons quand même comment cette négociation flash, elle s'engage et elle se déboucle. On en a reparlé avec vous, Monsieur le Président, voilà, entre les deux, de se dire comment on peut avancer sur ça. On souhaite le faire. On sait que c'est une attente forte de la profession. Chaque jour suffit sa peine quand même. Là, on a un mois de juin un peu chargé, mais on n'abandonne pas du tout l'idée de moderniser cette nomenclature. On a posé les jalons, il faut qu'on la reprenne et l'assurance maladie veut le faire. Et l'avenant 5 le permettait. Exactement, oui, là, on n'a pas besoin, quelque part, on a dans l'avenant, après on a un sujet de bande passante, pour être clair, on a un sujet de système d'information, on a un sujet d'éditeur de logiciels, voilà, mais dans l'avenant 5, il y a en effet ce qu'il faut pour avancer, donc faisons cette négo et voyons comment on relance les opérations sur la nomenclature. Alors, il y a un petit irritant tout de même, qui est un reliquat de l'application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. C'est dans le cadre de la lutte contre les fraudes, il y a ce dispositif d'indu par extrapolation. Avec une marge d'erreur de 10% sur ces comptes, est-ce que l'assurance maladie est la mieux placée pour extrapoler les indus ? Non, peut-être
partager tout de même pour rassurer les kinés autour de la table et au-delà, le fait que pour la 17e année consécutive, les comptes de l'assurance maladie ont été certifiés par la Cour des comptes. Ce qui n'est pas le cas de toutes les autres branches. Donc, je ne vais pas mettre une pierre dans le jardin de nos amis de la branche AMI avec qui on entretient des excellentes relations, et l'année dernière de la branche recouvrement, idem. Mais voilà, l'assurance maladie, elle a ses comptes certifiés et par un certificateur qui s'appelle la Cour des comptes, qui est extrêmement exigeant. Donc je me permets de le souligner. Après, plus sérieusement, si j'ose dire, ce dispositif d'extrapolation n'a pas commencé à avoir le début du commencement de mise en œuvre. D'accord ? Il n'y a pas une caisse qui a implémenté le système, parce que, je l'ai dit à plusieurs reprises, je souhaite partager avec les professionnels ce mode d'emploi. Et que j'ai déjà, entre guillemets, dans ma besace, pas mal, et même beaucoup, de leviers pour contrôler et pour lutter contre la fraude. Ce dispositif s'inscrit dans cette panoplie. Je comprends qu'il puisse susciter des questions. On ne va pas se mettre à extrapoler n'importe quoi, n'importe comment, à prendre une journée d'activité d'un kiné, à prendre un bout de truc en disant bah, regardez, vous avez mal facturé et hop, je vous prends. Voilà, c'est absolument pas comme ça qu'on va faire. Il y a un cadre juridique qui est posé par la loi, il y a un mode d'emploi qu'on va définir, mais pour le moment, ce n'est pas ma priorité. Même si la lutte contre la fraude, je le redis, ça pour le coup, c'est une des priorités importantes de l'assurance maladie. 500 millions d'euros d'objectifs en 2024 contre 315 millions en 2022. Donc on va pousser les feux. Et ce n'est pas des sujets, entre guillemets, pardon de le dire, c'est des sujets qui ne sont pas des sujets conventionnels. Moi, je dois la transparence à mes parties prenantes, je dois leur expliquer comment on fait. Et donc on va s'expliquer, on va écouter, on va partager. Mais voilà, quand on fait des évaluations profession par profession, on les partage avec chacune des professions. On partage les résultats. Ça montre que malheureusement, il y a quelques pourcents, voilà, quelques pourcents d'assurés, quelques pourcents de professionnels de santé, malheureusement quelques pourcents de kinés, mais quelques pourcents de 240 milliards d'euros. Je vous laisse faire les calculs. Moi, je ne les fais pas parce que je prends justement sujet par sujet et qu'il n'y a pas une fraude à l'assurance maladie, il y a des fraudes à l'assurance maladie. Et donc voilà. Et pour ce qui est de l'extrapolation, vraiment, si je peux me permettre de, voilà, c'est pas rassurer pour rassurer, c'est de dire, on aura avec vous une discussion sur comment on l'utilise, et ça n'est pas l'alpha et l'oméga des leviers. Par ailleurs, je suis aussi extrêmement attentif, c'est un vrai défi pour nous, hein, je le dis aussi, à essayer d'encore progresser sur l'homogénéité des pratiques des caisses, sur la transparence, voilà, on doit ça, on est un service public, donc on doit cette homogénéité des règles, on doit cette transparence-là, on doit évidemment le respect des droits de la défense, du contradictoire, c'est des choses très importantes, mais on doit aussi c'est vrai, être plus efficace par rapport à des comportements qui sont inacceptables et qui coûtent des centaines de millions d'euros à la collectivité. Et encore, je prends des centaines basses. Merci pour cette information. Je crois qu'elle est précieuse et on la salue parce que, encore une fois, de notre côté, il n'a jamais été question de défendre les fraudeurs. Jamais, au grand jamais. Et je pense que là aussi, ici dans la salle, je crois que pouvoir m'engager pour chacun de nos présidents départementaux, on a toujours eu à cœur de défendre le confrère lorsqu'il y avait un litige avec une caisse, et on parle bien de litige, un incompris sur une récupération d'indu, sur un problème de cotation, sur un problème d'indemnité de déplacement. Mais au grand jamais, des dispositifs organisés, et ils existent, de fraude avérée. Et dans ce cas-là, je crois qu'aucun d'entre nous, ici, on n'est pas avocat, c'est pas notre boulot, ces gens-là, c'est pas vers les syndicats qui doivent se tourner. Et je crois même qu'on se doit d'accompagner la caisse d'assurance maladie dans ces cas-là. Donc je le dis très clairement. Mais en tout cas, ravi d'apprendre qu'on sera concerté, mis autour de la table pour discuter et organiser effectivement ce contrôle sur échantillonnage, hein, si on peut dire. Parce que c'était quelque chose qui nous pose question et nous voilà rassurés. Merci Thomas Fatome. Une dernière petite question. Une des raisons pour lesquelles votre agenda est très chargé, c'est aussi parce qu'en ce moment, vous êtes en train de boucler le rapport chargé produit qui sortira dans les premiers jours de juillet. Quelles sont les nouveautés cette année pour les kinés ? Ah là, vous imaginez bien que je vais avoir du mal à vous donner des scoops. D'abord, non mais je dis sérieusement, d'abord on essaye de porter des diagnostics à chaque fois dans le chargé produit, d'essayer de faire des travaux approfondis.
Et quand on porte des propositions, voilà, au moins d'en prévenir les parties prenantes. Mais je rassure tout de suite le président, il n'y a pas de grand scoop sur les kinés à attendre de se charger produit. Par contre, je le dis, j'en profite, si j'ose dire, et il se trouve voilà, en début d'après-midi aussi, on a proposé à l'ensemble des syndicats des professions de santé de participer un peu en avant-première à ce qu'on va continuer à ouvrir en termes d'open data et d'accès à nos données. Vous savez que c'est vraiment une politique qu'on mène d'ouvrir largement. On a ouvert ce qu'on a appelé data pathologie l'année dernière en open data, qui est la fameuse cartographie des dépenses de santé de l'assurance maladie. Combien coûte le diabète, quelle est la prévalence de l'insuffisance cardiaque au niveau national et au niveau territorial. On va ouvrir lundi la cartographie de l'activité des professionnels de santé libéraux. Voilà. C'est quoi la démographie des kinés? C'est quoi la densité des kinés? C'est quoi l'activité? Pas que des kinés, je rassure, de l'ensemble des professions de santé. Et pour donner à comprendre, et aussi un peu comme, j'allais presque dire, c'est pas la même chose, mais un peu comme votre sondage, essayer de donner aux acteurs les moyens d'accéder aux données et de pouvoir comprendre ce qui se passe, quelles sont les évolutions. On les voit, hein, elles sont très dynamiques, ces évolutions. Et donc voilà, lundi, ça sera un peu en avant-première le chargé produit 2024 de ce nouveau site en open data. Et j'invite l'ensemble des parties prenantes, vos présidents départementaux, à s'en saisir parce qu'ils auront plein d'informations sur c'est quoi l'activité, les honoraires, la démographie, l'âge des kinés dans le département et puis de toutes les autres professions. Et donc c'est des outils qu'on met à disposition des acteurs et on le présentera en début d'après-midi à l'ensemble des syndicats. Donc un scoop. Un dernier mot, non? Est-ce que vous me permettez de revenir juste 30 secondes sur les négos? Je pense que c'est aussi important de se dire, nous on a vraiment plaidé pour rouvrir des discussions transversales, parce qu'on pense vraiment qu'il faut aider les professions concernées. Je ne sais pas, encore une fois, je ne joue pas la négo avant qu'elle se fasse, mais je pense que le fait qu'on ait eu de l'écho côté ministériel, François Braun et Agnès Firmin-Lebaudot et des autres parties prenantes, pour dire ok banco, il faut rouvrir cette discussion. On sait que ça sera pas on sait que les équilibres avec les kinés, il y a une histoire derrière. Et j'ai dit à quel point j'avais porté personnellement l'avenant 7 et on l'avait porté ensemble et rendu hommage au président Guérard et à l'esprit de responsabilité de la fédération. Mais voilà, voyons ça aussi comme du plus. C'est du plus qui peut venir aider les kinés. Et voilà. Et essayons de trouver les voies et moyens de le faire dans un partenariat avec la fédération, encore une fois, qu'on veut maintenir, construire dans la durée. Merci Thomas Fatoum. Merci, on referme cette séquence conventionnelle. Merci à vous deux. Je pense que vous pouvez les applaudir.